Il y a un truc qui est entré en vigueur en janvier qui nous a tous un peu secoués, qui a secoué la société, qui a secoué l'humanité, qui a secoué surtout les plus précaires, c'est la loi plein emploi. Alors il y a plein d'éléments sales dans cette loi, notamment la réforme du RSA. Cette réforme, elle a été expérimentée dans une cinquantaine de départements depuis 2023 et a donc été généralisée le 1er janvier 2025. Inscription automatique à France Travail, activité hebdomadaire obligatoire, accompagnement rénové. C'est de tout ça dont on va discuter avec Christian Page et Francine Royon. Vous pouvez venir. Bonjour à tous les deux. Asseyez-vous. Bienvenue. Merci d'être là. Bienvenue. Asseyez-vous. Alors Francine Royon, pendant que vous installez, vous êtes conseillère à l'emploi en Ile-de-France depuis 2002 et maintenant vous êtes déléguée syndicale centrale à la CGT France Travail. Oui, c'est ça. Voilà, bonjour. Encore merci d'être là et bienvenue. Christian Page, vous êtes allocataire du RSA, vous avez passé 10 ans à la rue et vous avez aussi écrit un bouquin, Belleville au cœur, où vous racontez un peu votre quotidien. Voilà, donc merci encore à vous d'être ici et bienvenue. Mais merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et puis Ayet Kéchid vient aussi, assis-toi. Ayet, tu es journaliste à la rubrique Capital Travail de l'Humanité. Tu vas nous aider aussi à mener cette interview. Tu t'intéresses particulièrement au service public. Tu traites plein de choses, mais c'est particulièrement ça sur lequel tu travailles. Alors, on va faire des petits rappels, proposer un peu les bases de la réforme du RSA et de la loi plein emploi, parce que c'est un peu tentaculaire, mais on va essayer d'être assez concis, assez direct pour que tout le monde parte sur les mêmes bases. Alors concrètement, il y a à peu près 1,2 million de gens au RSA qui ont été inscrits automatiquement à France Travail et qui ont maintenant l'obligation de signer un contrat d'engagement qui les oblige donc, pour une grande partie d'entre eux, à réaliser 15 heures d'activité, au moins 15 heures, sous peine de sanctions qui peuvent aller jusqu'à on sucre leur allocation et on coupe les vivres aux allocataires. Avant de passer à la suite, on voulait regarder un petit reportage qu'a réalisé Franck Cartelet, JRI, journaliste reporter d'images à l'Humanité. Il a suivi une maraude de l'association Réchauffons nos SDF et il a recueilli pas mal de témoignages, notamment celui de Hervé, de Marina et de Christian. On regarde ça et puis on en discute après. Je pense pas qu'on puisse vivre avec 600 € par mois, avec un logement, etc. Si en plus on a une vie de famille, c'est un peu compliqué. Et dans la rue, ça l'est encore plus. Donc conditionné, 15 heures de boulot par semaine, ça s'appelle un emploi, donc autant le payer correctement. Ça y est, depuis le 1er janvier 2025, 1,2 million d'allocataires du RSA sont dorénavant pris en charge par France Travail. Et leur allocation sera désormais conditionnée par 15 à 20 heures de travail hebdomadaire. Un loyer, c'est 560 €, c'est le prix de mon RSA. Du coup, j'ai pas les moyens de... Si je suis pas en couple, je reste dehors en tant que femme. On va leur ôter le RSA alors. Donc déjà, ils peinent à vivre et en plus, on va leur retirer sous prétexte qu'ils n'ont pas accepté 15 heures de boulot par semaine, non? Rappelez-vous, en 2023, l'objectif du gouvernement Macron était de s'attaquer aux plus pauvres avec le projet de loi dit plein emploi. Il faut en finir, je crois, avec le totem de l'aide contre la pauvreté qui, parce que sans contrepartie, serait par essence meilleure que toutes les autres. Et ce, même si en réalité, elle enferme une large partie de ceux qui en bénéficient dans la misère et dans la précarité. Je suis persuadé qu'il y aura des employeurs ou des structures, même administratives, qui vont se servir de ça pour avoir une main-d'œuvre gratuite, en fait. Parce que ça leur coûte rien, finalement. Alors que sur certaines chaînes de télévision, on assiste aux pires caricatures. Le RSA, c'est une bonne chose parce que c'est un filet de sécurité. Mais il ne faut pas non plus qu'on bascule dans l'assistanat. Il y a 2 millions de personnes qui touchent le RSA, donc ça peut aller de 900 à environ 1400 €. Et il faut que ces personnes comprennent que ce n'est pas un statut ad vitam aeternam. Non, ça va être une aberration. Ça va encore mettre des gens encore plus sur le carreau. Donc ça va être compliqué à gérer. Déjà que c'est compliqué à gérer, donc... Politiquement, je pense que eux, ils ont autre chose dans la tête et ils ont plus la mort dans l'âme que l'amour dans l'âme. Voilà. Voilà pour ce petit reportage de Franck. Encore merci à lui et aux personnes qui ont répondu. On en discutera un petit peu après de ce que montre ce reportage. Mais avant, Ayet, tu voulais nous faire des petites précisions, toi aussi, avant qu'on se lance vraiment dans le vif du sujet. Oui, je pense que ce qu'inspire cette loi plein emploi, c'est en fait un rêve de la droite qui se réalise avec cette loi. Il faut se souvenir que quand elle était encore dans les tuyaux en 2022, à l'époque du macronisme triomphant dans le sillage des élections, de la victoire à l'élection présidentielle, elle a été vendue comme la solution miracle pour résoudre la question du chômage. Et même un objectif chiffré était affiché, c'était arriver au taux de 5% à l'horizon 2027.
Comment ? Moins de droits, plus d'obligations pour les plus précaires. Plus de 2 ans plus tard, on voit bien ce qu'il en est. Les chiffres du chômage sautent à la figure, la loi se fracasse contre le réel. Le naufrage de l'Assemblée nationale est passé par là. Le ton est moins fanfaron, mais toujours est-il que la loi, elle est bel et bien passée en janvier. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est un rêve de la droite ? C'est un rêve de la droite parce qu'en fait, ça concentre toutes leurs obsessions à l'encontre des précaires. Cette idée que finalement, les gens qui sont au RSA doivent montrer patte blanche et montrer qu'ils méritent leur RSA, avec évidemment en arrière-fond toutes ces idées, toute cette petite musique un peu rance et stigmatisante selon laquelle finalement les Français qui cotisent, ils ont bien le droit de leur demander des comptes et que s'ils ne se bougent pas, c'est parce qu'on ne leur met pas un coup de fouet derrière, quoi. Et puis d'ailleurs, il faut se souvenir qu'en fin 2023, quand la loi est passée, si elle est passée sans un recours au 49.3, c'est bien grâce aux voix des élus républicains qui avaient émis comme condition cette contrepartie des 15 heures d'activité. Mais est-ce que c'est vraiment légal tout ça ? Alors, ça en tous les cas fait réagir beaucoup de monde, et notamment la CNCDH et la Défenseure des droits, qui a pointé en fait une loi qui va à l'encontre des principes qui sont au cœur du système de protection sociale français. Et dans la Constitution, c'est inscrit dans la Constitution, il est bien dit que la communauté nationale a un devoir d'apporter des moyens convenables d'existence à ceux qui en sont privés. Et là, on assiste à une remise en cause de ça. La défenseure des droits, Claire Hédon, l'a dit dans un avis qu'elle avait publié à l'époque. Elle l'a redit dans les colonnes de l'Humanité, en redisant également que c'était une loi délétère, stigmatisante, infantilisante. Voilà, on a son interview là, qui date de début janvier. Toujours est-il que cette loi est bel et bien passée et qu'en plus elle est passée dans un contexte de flou budgétaire absolu. Et dans ce contexte de flou total, il y a une certitude en tous les cas, c'est que ça va causer des dommages des deux côtés du guichet. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien que vous soyez là tous les deux pour en parler et pour nous dire pourquoi cette loi suscite autant d'inquiétudes de la part du milieu associatif. Et j'aimerais commencer par toi, Christian. Si tu peux nous... on a vu à la fin du reportage de Franck cette petite pastille de C8 où on revient sur... on rouvre encore la boîte aux préjugés sur ces assistés, etc. On parle notamment des 1 400 € que vous toucheriez. Voilà, on relance la machine à clichés. Ce que nous intéresserait, en fait, c'est de savoir comment vous le vivez. La machine à clichés, elle est simple. Tu sais, je t'explique au mec qui gagne 1 800 € que le problème, c'est celui qui a 600 € de RSA, tu vois. C'est pas vraiment l'actionnariat, c'est pas vraiment le patronat. C'est pas ça le problème, c'est le gars à 600 € qui fout rien. C'est ça, mais c'est de la com politique. Moi, je cite Gérard Filoche, qui a été pendant des années inspecteur du travail, et qui, lui, émet des forts doutes quant à la... Est-ce que c'est possible, cette histoire des 15 heures, puisque le travail gratuit, c'est interdit en France. On appelle ça le travail dissimulé. On ne peut pas travailler gratuitement hors bénévolat. Mais le bénévolat est volontaire, donc on ne peut pas vous forcer à travailler gratuitement. Alors, effectivement, le plan qu'ils sont en train de mettre en place, ce serait plutôt des heures d'activité, Alors, au gouvernement, on nous dit, ouais, on va les remettre au travail, puis après, on vient vous raconter, ouais, mais tu vas faire un petit atelier découverte de soi-même, et après, tu vas faire un petit stage dans la verdure ou je sais pas quoi. Mais alors, on nous dit, on va nous remettre au travail, et après... J'allais dire la question qu'on se pose un peu tous quand on découvre justement cette réforme. Et on se dit, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas du travail directement plutôt que d'obliger les gens à faire 15 heures d'activité gratuitement? Pourquoi justement ça veut dire qu'il y a du travail disponible, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. Alors, pourquoi on ne peut pas les rémunérer pour ça? Au maximum du maximum, à France Travail, il doit y avoir environ...
dans les 400 000 réelles offres d'emploi. Et là, on a eu les chiffres du dernier trimestre de l'année dernière, 2024. T'as 4% dans les dents. Et 5,21 millions de chômeurs, toutes catégories. Chômeurs pour 16 chômeurs pour un emploi vacant. Oui, c'est ça. Donc, de toute façon, il y aura toujours des personnes. Oui, mais alors maintenant, il faut remettre en cause le discours qui dit que les gens qui travaillent pas, c'est des feignasses qui restent à la maison. Il n'y a pas de boulot. Il faut arrêter de déconner. Va expliquer ça aux caissières d'Auchan, là, qui vont en 2400, qui dégagent. Il n'y a pas de boulot. Peut-être, Francine, vous vouliez apporter des précisions, je vous voyais interagir. Oui, peut-être sur les prétendus 15 heures d'activité, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui existe déjà dans le contrat d'engagement jeune qui est donc fait par la mission locale, et puis, enfin, les missions locales et Pôle emploi et maintenant, aujourd'hui, France Travail. Et en fait, c'est pas forcément 15 heures de travail. Et c'est comme ça qu'ils vont certainement se couvrir légalement. C'est-à-dire que c'est 15 heures d'activité qui peut comprendre la participation à des ateliers, à des forums d'entreprise, qui peut, par contre, et c'est là où, du coup, la question du travail gratuit se pose, peut comprendre des périodes d'immersion. Et les immersions, c'est de la découverte de métiers, de professions, et qui peuvent durer de 1 jour à 1 mois, renouvelable une fois. Donc on peut avoir 1 mois, 2 mois de peut-être travail gratuit ou de stage. Ils vont appeler ça plutôt des stages. Mais voilà. Et en réalité, de l'expérience qu'on en a des collègues qui ont fait ces 15 heures d'activité pour les jeunes, bon, déjà, c'est absolument pas possible. Donc il faut combler, c'est vraiment une partie administrative extrêmement chronophage parce qu'il faut combler les trous. Et donc c'est plus ça, en fait, c'est remplir des tableaux pour pas qu'ils deviennent rouges dans les indicateurs de France Travail. Et c'est totalement irréaliste, en fait, en réalité. Par contre, le problème, c'est que de ça va découler des sanctions. Et c'est vraiment ça le souci. Oui, puis une certaine forme de violence, du coup, parce qu'il y a des gens qui sont en situation de précarité, qui n'ont pas de travail, on va aller leur demander de faire un stage de pâtisserie ou je ne sais quoi. C'est le but, excuse-moi, c'est le but inavoué. C'est de radier un maximum de personnes au RSA. En gros, pour faire des économies. Mais ça va foutre grave des gens dans la merde, mais c'est le but avoué. Oh, non avoué. Ah si, avouez quand même. Ben, ils nous le disent, ils nous crachent dessus. Christian, je l'ai dit au début, vous avez vécu 10 ans à la rue, là vous avez trouvé un logement assez récemment. Je pense que c'est important aussi que vous expliquiez aux gens comment on fait pour survivre avec 600 € par mois à peu près. Alors c'est entre 500 et 600, on est loin des 1400 € de RSA. Est-ce que vous pouvez un peu peut-être nous raconter votre quotidien et comment on fait pour vivre et survivre avec 600 € par mois au RSA? Alors oui, c'est vrai qu'au bout de 10 ans comme SDF, j'ai obtenu un logement social parce que j'en ai fait la demande. Donc 10 ans de moralité, Paris, 10 ans pour avoir un logement social. Voilà, donc ça fait 6 mois, tout va bien pour moi. Comment survivre avec 600 € par mois? C'est une organisation, c'est une question de choix. Alors moi, j'ai pas d'addiction particulière, tu vois, genre je prends pas de drogue, tu vois, j'ai un casier vierge, tu vois, genre je suis un mec tranquille. Donc après tu gères ton budget, mais voilà, 600 balles par mois, c'est 20 balles par jour, en sachant que si je fume des cigarettes, donc c'est du tabac, il suffit d'un imprévu aussi, j'imagine. S'il y a un imprévu, par exemple, qu'il faut faire quelque chose. C'est ça, il faut garder un peu de côté. Ouais. Non, puis il faut que tu achètes des chaussettes, puis des machins, puis des trucs, tu vois. Quand tu es en galère, tu as des. Mais ouais, si tu arrives à une grosse couille, là, t'es mal. C'est comme ça, voilà. On va regarder un autre petit reportage. En fait, c'est la même personne, c'est Marina, mais qui parle plus particulièrement de la situation particulière des pour les femmes à femmes. la rue. Ouais. Voilà, des femmes à la rue. Donc on regarde ça et puis on en discute juste après. Je touche à 126 € de RSA, mais j'arrive pas à trouver un logement ou quoi. Si je suis pas en couple, je reste dehors en tant que femme. On n'a pas assez. J'essaie de m'en sortir. Mais avec 526, ça fait 3 mois, là, j'y arrive pas. Bah, on fait 300 €
au niveau alimentaire, et c'est tout. Et on rembourse tout le monde. Tous les gens qu'on a demandé un peu de monnaie, un peu d'argent, et ben on les rembourse. Du coup, mon RSA il se diminue à 295. Un loyer, c'est 560 euros. C'est le prix de mon RSA. Je suis obligée de faire la manche. Je suis obligée de venir aux associations pour manger, me laver. Et ouais, c'est compliqué. En tant que femme, dehors, c'est compliqué. Heureusement que j'ai un groupe avec moi qui ne me lâche pas et tout va bien. Voilà donc le témoignage de Marina. Alors on a bien vu dans le chat, il y avait des problèmes de son, les techniciennes sont en train de régler le souci, donc on vous lit, ne partez pas, ça va être réglé bientôt. Je voulais revenir un peu sur le témoignage de Marina. Elle parle notamment de la situation des femmes à la rue, des femmes allocataires de RSA. Est-ce que vous, quand vous travaillez à France Travail, est-ce que vous avez assisté comme ça à cette... Est-ce que c'est une double peine finalement quand on est femme à la rue, allocataire du RSA ? Sur le principe, en tant qu'agent de France Travail, que je peux vous reprendre, c'est sur le principe qu'effectivement, on le sait, c'est montré partout, que quand on est une femme, en plus, on peut être victime en plus de violences sexistes à la rue, donc effectivement, c'est une double peine en ce sens-là, oui. Je crois que, Christian, vous disiez que vous la connaissiez, c'est ça, Marina ? Oui, tout à fait. Le problème de Marina, c'est qu'un jour, sa mère l'a foutue à la rue. Voilà, elle a 28 ans. Vous avez vu les images, elle est plutôt jolie, tu vois. Donc, une fille qui est jolie, qui a 28 ans, qui est à la rue, c'est une cible pour tous les pervers. Vous imaginez même pas ce qui s'y passe dans la rue. Voilà. Alors, avec... Juste 2 secondes. Oui, le reportage d'avant avec Sarah Frick, justement, avec Réchauffe pour nos SDF, on essaye de mettre les femmes à la rue, à l'abri, à l'hôtel, dans des appartements. Donc voilà. Et ça marche pas. Mais une femme à la rue, c'est dangereux. C'est très dangereux. Elle disait justement, oui, dans le reportage, que heureusement, elle avait pu parfois être accompagnée par des collectifs ou des associations, etc. Et du coup, est-ce que, par exemple, ça a été aussi votre cas ? Est-ce que c'est une aide nécessaire auquel il faut... J'ai cru comprendre que le gouvernement, il voulait réduire les aides aux associations. Mais alors, pour mon cas, pour moi, ça a été le cas, mais c'est le cas de toutes les personnes qui se retrouvent dans la galère, c'est que tu as des associations qui te donne des adresses, qui te dit tiens, il te faut des habits, va à tel endroit, si tu as faim, il y a telle association qui te sert à manger, tu vois. Rien que l'orientation, c'est même pas l'aide, rien que l'orientation. Il y a tellement de gens qui se retrouvent à la rue complètement paumés qu'à un moment, il faut leur dire où aller. Tu vois, c'est comme ça. Et les femmes, mais aussi les enfants qui dorment dans la rue. Alors ça... Francine, on commençait à l'évoquer un peu tout à l'heure. Il y a des exceptions, il y a des gens qui pourront échapper à ces 15 heures de travail, ça ne concerne pas tout le monde, mais il faut faire des démarches particulières. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qui pourra échapper à ces 15 heures, qui ça concerne, quelles démarches il faut faire, comment on s'y prend? Est-ce que vous pouvez nous faire un point là-dessus? Oui, et puis peut-être dans le chat, il y a plusieurs personnes qui ont demandé qu'est-ce que les personnes vont faire concrètement comme activité, si on sait déjà ou pas. D'accord. Sur ce qu'elles vont faire sur la question des 15 heures, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. En réalité, comme c'est pas possible de faire 15 heures, au-delà pour la personne, au-delà du fait que c'est pas possible pour la personne de faire 15 heures d'activité, ça va être de répondre à des offres et peut-être de faire des immersions sur les lieux de travail, de faire des ateliers, de faire des choses comme ça. Et en fait, ils vont faire des espèces d'équivalences en heures. Mais même avec ça, on n'est pas du tout d'accord là-dessus. Après, sur les personnes qui échappent,
Pour l'instant, en fait, c'est en train de se mettre en place. Donc, il y a pas de, on signe des contrats d'engagement. Quelques-uns sont signés. Il y en a qui sont faits. Les conseillers ont encore la main et les conseillers ne mettent pas forcément ces 15 heures d'activité dans le contrat d'engagement. Ils essayent, parce que comme à chaque nouvelle contre-réforme qui touche les personnes qui sont au chômage, les conseillers résistent tant bien que mal aux injonctions gouvernementales qui sont coercitives contre les usagers. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On sait que les personnes qui ont des enfants de moins de 12 ans, normalement, ne seront pas soumis à ces 15 heures d'activité. Mais en tout cas, dans la loi, ces 15 heures, elles sont bien marquées pour tout le monde. Mais comme d'un point de vue vraiment, et ça, c'est au-delà de l'avis qu'on peut avoir sur ces 15 heures d'activité, comme ça n'est pas possible matériellement pour les agents de France Travail, déjà la direction générale est un peu en train de reculer sur l'application des 15 heures d'activité, mais malheureusement, elles vont quand même concerner certainement les personnes les plus fragiles et les plus en difficulté avec un espèce d'accompagnement intensif qui sera fait par nous, mais aussi par des opérateurs privés qui seront peut-être moins scrupuleux que nous. On reviendra un peu plus tard sur justement les moyens de France Travail, enfin les non-moyens plutôt que vous allez avoir pour accompagner cette réforme. Je vous voyais réagir, Christian. Oui, parce que c'est vrai qu'on... cette histoire d'heures de travail, enfin, on a compris que c'est pas du travail. Bon. Si tu veux, je trouve que dans le fond, c'est pas une mauvaise idée. Tu sais, des gens qui sont vraiment déracinés du monde du travail et tout, tu leur dis, tiens, on trouve une petite formation, un truc. Sur la base, c'est pas une mauvaise idée, tu vois. On va pas saccager tout non plus. Mais on en rediscutera ce que tu as dit, quels sont les moyens, quels sont... Voilà, et... alors, parlons du statut des travailleurs sociaux et des employés de France Travail qui vont se prendre, mais, tu vois, des dossiers sur la gueule, ils vont pas savoir d'où ça vient. Bon, ça, on peut en parler, mais moi, sur le principe, tu vois, en tant qu'ancien SDF, je suis pas contre. Je connais des gens, ça fait tellement de temps qu'ils sont au RSA que tu leur ferais faire une petite formation, ça leur ferait pas de mal. Mais voilà. Mais c'est les conditions, effectivement. Ouais, exactement, d'application, de suivi, et c'est tout ça le problème. C'est pas, sinon sur le principe, c'est pas une mauvaise idée. Hein. J'avoue. Sur le principe. Sur le principe, madame. Non, après, voilà, faut donner les moyens, c'est tout. C'est bien de donner des idées, mais tu mets pas le pognon. Hein. Justement, tu as peut-être une question là-dessus sur les moyens. Comment on fait Avant ça, si je peux me permettre, simplement, peut-être que ce serait aussi l'occasion de dire qu'il y a énormément de profils aussi de gens qui sont au RSA. On se le disait aussi. Et je pense que le fait de cette contrainte de 15 heures d'activité sous peine de sanction, c'est quelque chose qui, pour d'autres profils qui sont au RSA, peut être quelque chose de perturbant, en fait. C'est des gens aussi qui peuvent avoir une activité décousue et pour qui ce revenu représente un revenu de survie dans des carrières, des professions qui sont hachées, par exemple, certains artistes, et c'est leur revenu de survie. Donc, avoir à ajouter des heures d'activité qui ne correspondent pas forcément à leur profil, ça peut être quelque chose de gênant aussi. C'est un surcroît de stress dans quelque chose qui est pas du tout, qui correspond pas du tout à leur projet professionnel en fait. Puis en plus leurs revenus, parce que c'est aussi ça le problème de cette loi, c'est que les revenus sont conditionnés à ces 15 heures d'activité. Ils seront coupés, suspendus, en partie, tout ou partie. Voilà, et c'est d'ailleurs sur ce point-là que la CNDH demande l'abrogation de cette mesure-là des 15 heures d'activité quand même. Hein, de l'obligation. Sur l'idée, c'est pas mauvais, mais le fait que ce soit forcé, soumis à sanction, c'est ça le problème. Pas sur l'idée, c'est ce que je disais, c'est pas con. Mais après, ben oui, ok, on te fait sauter ton RSA, donc ça veut dire ta CMU, ta carte de transport,
on précarise encore davantage. Ah oui, bien sûr. Je voulais un peu revenir sur justement les moyens qu'on va allouer ou qu'on va pas allouer plus à France Travail, notamment à travers la sous-traitance et l'intelligence artificielle peut-être. Ayette, tu avais peut-être une question à France. Oui, sur ça. Et aussi, avant ça, ce qu'on s'était dit aussi, c'est cette question de l'accompagnement. Donc la question, elle est un peu subsidiaire en fait, la question des moyens. Mais là, l'élément de langage qui est particulièrement mis en avant depuis l'entrée en vigueur de la loi, c'est on va apporter un accompagnement rénové. Est-ce qu'il y a aujourd'hui les bras, les moyens pour apporter cet accompagnement-là aujourd'hui? Est-ce que France Travail est prête à gérer un afflux d'1,2 million de personnes et de leur apporter cet accompagnement de qualité, en fait? Non. C'est une question rhétorique. C'est clair. Vous mettez-vous en tête du coup. Oui, et d'autant plus que non seulement elle n'a pas les moyens de gérer cet afflux de personnes, mais en plus elle ne les avait pas déjà l'année dernière, elle ne les avait pas non plus l'année d'avant. Enfin, ça fait des années qu'on n'a pas les moyens d'accompagner correctement les personnes, de répondre à leurs besoins, de leur proposer un accompagnement qui corresponde à leurs besoins sur le projet professionnel. Et donc voilà, il y avait depuis déjà des années, il y a des portefeuilles de personnes. Un conseiller suit un certain nombre de personnes selon sa difficulté à rechercher un emploi. Et on a déjà des collègues qui peuvent suivre 500, 600 personnes. Donc si on rajoute 1 200 000 personnes de plus, on ne pourra pas les voir, ces personnes-là. Donc elles auront un lien très distant avec France Travail. Et le risque, effectivement, c'est qu'on envoie ces personnes-là vers des opérateurs privés. C'est un peu la parade qu'a trouvée France Travail pour contourner le truc. Voilà, parce que la loi, elle s'applique en réalité depuis le 1er janvier 2024 et déjà le budget pour les opérateurs privés a augmenté de 60%. Voilà. Donc, ce qui est énorme. Et les usagers qui sont accompagnés... Comment ça, je suis surpris. Oh, je suis étonné. On va revenir un peu en arrière. J'apprends quelque chose. On va revenir un peu en arrière. Je voulais vous montrer une petite image. Alors, je ne pense pas qu'elle va vous faire plaisir, mais c'est l'ancien Premier ministre qui annonçait la généralisation du RSA, Gabriel Attal. On regarde. Deuxième objectif, pour réussir, je veux déverrouiller l'accès au travail, déverrouiller notre société. Je veux permettre à tous ceux qui le peuvent de travailler avec en tête les droits et les devoirs de chacun. Le droit d'être mieux accompagné grâce à la réforme de France Travail, mais aussi le devoir de chercher un emploi. Le droit et les devoirs. Christian, question un peu provocatrice. Non-violent, je te jure, je suis non-violent. J'ai dit je suis non-violent, mais c'est le deuxième mec. Ouais, je sais. Montre un mec que j'ai envie de le gifler. Mais justement, je vais encore jouer plus la provoque. Gabriel Attal parle de devoirs. Est-ce que vous avez l'impression de manquer à vos devoirs de citoyen en ne travaillant pas et en étant allocataire? Mais, mec, j'ai bossé pendant... là, si je compile tout, j'ai bossé 27 ans. J'en ai 52. Tu vois, j'ai commencé jeune, j'ai eu des périodes où j'ai travaillé, pas travaillé et tout ça, quoi. Il faut pas déconner. Et là, je suis en galère. Bon, ok, je suis en galère. Mais avec tout ce que j'ai cotisé, moi, j'ai pas honte de dire que j'ai le RSA, parce que moi, à l'époque où je travaillais et que je cotisais comme un bâtard, je me disais pas, ouais, mais il y a un gars, je lui paye, machin, le feignant, il devrait aller bosser. C'est comme ça, c'est la solidarité nationale. Si t'as pas compris ça, ben, tu montes dans un charter à Trump et tu rentres dans ton pays, quoi. Enfin, je sais pas, c'est la solidarité nationale, ça s'explique pas, quoi. Ayette, c'est peut-être une question. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, Francine, sur les potentielles sanctions. Peut-être tu avais une question là-dessus, Ayette ? Quand on s'était parlé il y a quelques semaines, vous m'aviez dit que la CGT Chômeurs s'était intéressée de près au projet de loi plein emploi au moment où il était en débat. Et ils avaient noté que le mot sanction et contrôle revenait au moins 80 fois. Alors là, le mirage de fumée, c'est l'accompagnement. Et quand on regarde de près à la loupe, en fait, c'est sanction à tout va, en fait. Voilà, effectivement, c'est le mot contrôle qui est, je crois, 80 fois dans le texte de loi. Et là-dessus, la direction va mettre des moyens. Là, il s'agit de multiplier par 3 le nombre de contrôles de la recherche d'emploi d'ici 2027, donc de passer à 1,5 million de personnes contrôlées sur leur recherche effective d'emploi.
voilà, avec des plateformes dédiées qui vont faire ça. Et puisque de toute façon, là aussi, il y a des problèmes d'effectifs. Juste pour vous dire que pour la CGT France Travail, on est opposé à tout contrôle et toute radiation de sanctions pour les chômeurs, quand même, je préfère le préciser. Mais donc, du coup, comme ils n'ont pas assez de moyens pour contrôler les personnes, là, ils vont mettre en place un algorithme pour déterminer qui est susceptible, qui est susceptible d'être contrôlé. Voilà, donc ce qui est un peu inquiétant quand même. Voilà. Je l'ai dit, mais je te jure, il n'y a même pas un quart d'heure, j'ai dit que ça, c'est un système mis en place pour radier des gens au RSA. C'est tout. C'est pour pousser à la faute, pour dire chut, et je t'en vire 30 000 ce mois-ci et 20 000 le mois prochain. C'est vrai. Mais c'est intéressant parce que dans le Nord, en fait, là où ça a été expérimenté, je sais qu'un conseil départemental avait fait un objectif chiffré d'un certain nombre, alors je n'ai pas les chiffres en tête, d'un certain nombre de RSA qui est en moins. En fait, un objectif en temps de mois. Et ils étaient dans l'expérimentation là, des 2 dernières années. C'est l'objectif caché. J'en suis persuadé depuis qu'ils en parlent, mais bon. On arrive bientôt à la fin de cette séquence. Avant, je voulais juste qu'on regarde un dernier petit extrait. C'est Arthur 1, qui est docteur en analyse et politique économique. On regarde et puis on en discute après. Pour l'instant, les conditions d'application de cette loi ne sont pas très précises quant à ces diversités de profils. Et donc, il y a une peur aussi à la fin du non-recours. C'est-à-dire des personnes qui, plutôt que d'être menacées, etc., vont sortir de ces dispositifs. Et là, on ne sait pas ce qui se passe pour elles. Ça peut être des activités informelles pour survivre. Ça peut être des conséquences plus graves. Et donc, cette approche-là, c'est ni quelque chose de souhaitable vis-à-vis de ces populations qui sont déjà vulnérables, mais surtout ça a des grandes chances de ne pas créer ce que la puissance publique a l'air d'attendre, c'est-à-dire de remobiliser les gens vers l'activité. Faire l'ENA, donc voilà, Arthur 1 parle des non-recours justement, et il parle des activités informelles voilà, les gens, en gros il dit les gens ils vont être découragés de demander le RSA, ou alors on va leur supprimer leurs allocations, et donc ils pourraient se tourner vers des activités informelles. Et donc Christian, vous le disiez, ça pourrait être des activités illégales, d'huile, etc. Et est-ce que vous, Francine, c'est quelque chose dont vous avez peur aussi, l'augmentation de ces activités informelles par peur du non-recours au RSA? C'est pas une question que je me suis posée en réalité. Par contre, c'est quand même inquiétant que ce non-recours au droit, parce que déjà, il est très élevé, il est à plus de 30% aujourd'hui. Et visiblement, d'après une étude là, sur le bilan des expérimentations qui a été menée par ATD Carmonde et puis le Secours catholique, je crois, le non-recours au droit a progressé de 10% sur les bénéficiaires du RSA. Donc, ça risque de s'accroître. Donc, c'est quand même dramatique, hein, au-delà des activités par ailleurs pour pouvoir survivre. Hein, donc, Et avec ces 15 heures d'activité, par exemple, obligatoires, est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques de détournement, on va dire, du droit du travail qui pourraient se mettre en place? Est-ce qu'il y a déjà des cas ou des choses comme ça? Alors, des cas, je ne pourrais pas vous dire, mais effectivement, sur la question des immersions dont je vous parlais tout à l'heure, pourrait éventuellement s'apparenter à du travail, puisque si on y reste 1 à 2 mois, on peut faire plein de choses en 1 mois ou 2 mois sur un lieu de travail, quand même. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Juste avant de vous quitter, vous aviez quelque chose à dire encore? Non, parce que j'ai vu une question sur les fonctionnaires de France Travail. Est-ce que ça gueule à l'intérieur de France Travail? Alors, déjà, on n'est pas des fonctionnaires. Hein, il y a quelques agents publics, mais c'est surtout des agents de droit privé. Il y a eu une grève en décembre. On a un certain nombre d'organisations syndicales à demander l'abrogation de la loi quand même pour le plein emploi. Et on devait partir en grève. Malheureusement, beaucoup d'organisations syndicales n'ont pas voulu, pas la CGT bien sûr, mais on voulait continuer. Et normalement, il devrait y avoir un nouveau mouvement de grève pour demander des effectifs et des moyens pour accompagner les usagers correctement. Très bien. Merci de ces précisions. Juste avant de vous quitter, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, donc Yann Brossa, le porte-parole du Parti communiste français, va être l'invité politique qui va suivre dans la séquence suivante. Est-ce que vous avez une question à lui poser, qu'on lui transmettra bien sûr tout à l'heure?
On vous prend au dépourvu. Ouais, au dépourvu. Sur ce que peut-être les politiques La peuvent faire, dernière fois évidemment, que sur j'ai ces vu Yann, sujets-là. c'était il y a très longtemps. Je voulais lui poser la question, ça te fait pas un peu chier les cheveux blancs sur les côtés? D'accord, ok, très bien. Donc, Pas sûr qu'on lui pose celle-là, mais quoique. Quoique. Question de fond, dirons-nous. Francine, est-ce que vous en avez eu? Pas de question particulière, si ce n'est que, j'imagine que son parti, comme d'autres, s'engage dans la défense des services publics, y compris le nôtre, et que je pense qu'on se retrouvera dans la rue avec lui pour combattre les politiques du gouvernement. Très bien. C'est noté, t'as pris note, Melba? J'ai pris note, c'est bon. Les cheveux, rendez-vous en manif. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je le rappelle, Francine Royan, vous êtes conseillère à l'emploi en Ile-de-France depuis 2002 et maintenant déléguée syndicale à la centrale CGT France Travail. Et Christian Page, vous êtes allocataire du RSA, vous avez passé 10 ans dans la rue et vous avez aussi écrit un bouquin. Je viens de remarquer que c'était le nom du bouquin sur votre bulle. T'as voilà. vu, hein? Voilà, très Autopromo. Belle vie. Et merci. vous avez rien vu. Merci beaucoup à tous les deux. On vous remercie vraiment. C'était un échange très intéressant. Merci beaucoup. Je vous invite à quitter le plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci Ayette. Merci Ayette, c'est vrai. Salut Ayette, à toutes.